Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 36. Comment as-tu pu? Espèce de salopard sans honte! Draco et tout le monde dans la salle commune de Serpentard se tournent vers une Pansy enragée qui vient dans sa direction. Ça fait déjà plusieurs heures que son père a dû l'informer que les fiançailles n'étaient plus d'actualité. Pourtant, elle a attendu jusque-là, autrement dit bien longtemps après le dîner, pour se faire entendre. Probablement pour avoir une plus grande audience. Draco sourit. Quelle fille prévisible. « Oh, ma chère Pansy, comment puis-je t'aider » fit-il d'une voix traînante et avec une fausse politesse qui ne cache aucunement à quel point il trouve ça divertissant. Les membres du Nouvel Ordre sont là, prêts pour le spectacle. Alors que le reste de la salle commune échange des regards à mi-chemin entre une avide curiosité et une certaine confusion. « Comment oses-tu être tout miel avec moi, ordure sans honneur ?» se met à crisser la harpie en pointant un doigt tremblant vers lui. « Tu es le pire goujat qui puisse exister. Rompre le contrat de fiançailles conclu entre nos familles pour aller fricoter avec une salope sans le sou? Comment oses-tu te considérer comme un sang pur ?» Le public derrière eux explose en murmures et s'approche pour avoir une meilleure vue. En un clin d'œil, le comportement de Pansy change complètement. De la colère, elle est maintenant au bord des larmes. « Je te faisais confiance !» gémit-elle dans une mauvaise imitation de la victime. « J'avais confiance en l'honneur du nom Malfoy, et voilà ce que ça donne !» La dernière partie n'était qu'un sifflement, avant que la colère ne la gagne à nouveau. « Qui est cette pute qui a écarté les jambes dans une tentative désespérée de gravir les échelons? Dis-le-moi tout de suite !» dit la traînée qui avait régulièrement la tête de Selwyn entre ses jambes alors qu'elle était censée être engagée avec moi. Déclare Draco sans hésiter et en croisant les bras. Honnêtement, chérie, tu croyais vraiment que je ne le remarquerais pas? La salle commune explose de nouveau en murmures, tandis que Pansy essaye de se refaire une posture, bafouillant de colère et de surprise. Draco se lève, alors, et époussette ses vêtements dans un signe d'ennui. « Je suis un Malfoy, chérie, et nous autres Malfoy n'épousons pas des salopes assoiffées d'argent. Tu aurais dû t'en souvenir, de même que ton père, avec sa pathétique tentative pour s'enrichir. » Crache-t-il en la regardant de haut. « Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai des choses autrement plus importantes à faire que de contribuer à l'amusement général. » Il passe à côté d'elle et se retrouve face à la baguette de Selwyn, pointée sur lui. « Je pense que tu devrais t'excuser auprès de Miss Parkinson pour avoir lancé de fausses accusations destinées à couvrir ta propre inconduite, Malfoy, ainsi qu'auprès de moi pour m'avoir impliqué là-dedans. » Tu penses? Nullement impressionné, Draco sourit, sa baguette prête à bondir dans sa main d'un simple geste du poignet. Franchement, Selwyn, tu ne devrais pas. Ce n'est pas du tout quelque chose pour lequel tu es doué. Sur ces mots débute le combat pour la dominance au sein de la maison Serpentard. Les première et deuxième années courent se réfugier dans leur dortoir, oubliant qu'ils pourraient profiter du spectacle. Ce n'est pas une escarmouche occasionnelle entre deux groupes rivaux, c'est une guerre totale, et ils le savent tous. Les neutres et les indécis se mettent hors de la ligne de mire, en se planquant derrière les meubles. Ils vont patienter en essayant de deviner qui sortira vainqueur, et dès qu'ils n'auront plus aucun doute, ils se joindront à lui. Contrairement aux plus jeunes, ils ne sont pas autorisés à quitter le champ de bataille. C'est le prix de la lâcheté, un prix qu'ils sont prêts à payer, même si cela signifie qu'ils peuvent être les victimes d'un sort perdu. Moins de 10 minutes plus tard, c'est terminé. Les aspirants mange-morts étaient le groupe le plus important,
Mais celui de Théodore les a battus sans produire la moindre goutte de sueur. Cela les a aidés qu'il n'y ait plus aucun des 7e années marqués, sinon ça aurait été plus sanglant. L'entrée de la salle commune s'ouvre et Séverus entre, s'arrêtant brusquement pour observer le carnage devant ses yeux avec un visage impassible. Il lève sa baguette et il évite les blessés pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'est dans un état critique. Ceux qui sont capables de marcher peuvent eux-mêmes le suivre dans le couloir à l'extérieur. Une dernière fois, il se retourne vers le camp gagnant. « Nettoyez-moi ça. » Sur ce, il sort avec les blessés pour gagner l'infirmerie via les passages secrets. Ainsi, le directeur ne sera pas informé. Après tout, c'est pour ça qu'il n'y a aucune peinture dans les cachots. Tout ce qui arrive dans la maison Serpentard reste dans la maison Serpentard. Harry est en train de manger son petit déjeuner et contemple paresseusement son planning de la journée, lorsque le silence se fait dans la grande salle, lui signalant qu'Hermione et Théodore viennent juste d'arriver et prendre place à la table Serpentard. Bon sang, c'est comme si le troupeau n'avait pas encore eu le temps de se faire à l'idée de leur union. Il est vrai qu'en entendre parler, ce n'est pas comme le voir de ses propres yeux. Peut-être aussi cela a-t-il à voir avec le fait que depuis que ce stupide conflit au nom de la pureté du sang s'est intensifié au cours des derniers siècles, elle est la première née de Moldu à s'asseoir à cette table. Discrètement, il lève la tête en direction de la table des professeurs et fronce les sourcils. Certes, Dumbledore n'a pas l'air content, mais ce qui le gêne, c'est le regard de pur dégoût qu'il lance à Séverus. Il sent au plus profond de lui qu'un truc cloche, et à compter de ce jour, il ferait bien d'assurer les arrières de son mari. Les chuchotements frénétiques recommencent à s'étouffer lorsque Neville glisse sur un autre siège pour laisser la place à Draco. Le blond atterrit à ses côtés avec le maximum d'élégance que permet une telle action, et commence à remplir son assiette, sans écouter les Gryffondors choqués. Vigilant, Harry lance un muffliato. Comment se déroule notre petit projet ? Dumbledore doit être neutralisé dès que possible. Sa stupidité commence à lui taper sur les nerfs, et en plus, elle pourrait causer du tort à leur plan. Pas si mal que ça, Monsieur Weasley m'a informé que son chef de clan a approuvé notre couple et le contrat. L'engagement sera rendu public dans les journaux de demain. Et alors le show pourra commencer. Draco boit une gorgée de thé. Dumbledore va peser de tout son poids pour nous discréditer, parce que ça fait encore un couple important entre Serpentard et Gryffondor, et que l'opinion publique risque de changer en faveur de Serpentard, fichant en l'air tout son travail minutieux. Il ne le supportera pas et s'exposera lui-même à des accusations de préjugés et d'intolérance de la part d'un bon quart de la population sorcière. Il repose sa tasse et beurre un toast. Les Weasley seront pris entre deux feux, et je doute sincèrement qu'ils prennent cette fois le parti de notre estimé directeur. Leur défection va inévitablement déchirer l'ordre, affaiblissant le camp de la lumière au point de le rendre incapable d'agir. Bien sûr, le camp des ténèbres saisira cette opportunité pour frapper, courant tout droit dans l'un de nos nombreux pièges, ce qui décimera du même coup leurs effectifs de façon significative. Ceux qui n'auront pas la chance de s'en sortir souffriront de la colère de leur maître, ce qui enverra une ou deux nouvelles recrues ramper vers nous. Il ouvre un pot de confiture à la fraise et en met une cuillère généreuse sur son toast, l'étalant uniformément. Dans l'ensemble, toute l'affaire va augmenter un peu ton influence sur les sorciers et les sorcières lambda, pendant que celle de Dumbledore va s'amenuiser. Ton ami, le ministre, aura aussi sa part, puisque ce sont les aurores qui feront le ménage après que nous ayons fini. Excellent! Harry annule le sort anti-espionnage. Il redresse la tête et rencontre les yeux bleus perçants de Dumbledore sur lui. Incapable de s'en empêcher, il lui sourit.
Albus Dumbledore ne se considère pas comme un homme excessivement superstitieux. Mais le sourire qu'Harry lui a envoyé ce matin lui donne l'impression que quelqu'un danse sur sa tombe, comme les moldus tentent à le dire. C'est comme un sentiment constant de malaise, celui que l'on associe toujours au moment qui précède l'arrivée de quelque chose de déplaisant. Il se masse l'arête du nez juste au-dessus de ses lunettes et jette un œil résigné à la pile de papier sur son bureau. Le garçon est-il tellement corrompu qu'il souhaiterait lui faire du mal? Est-il tellement pris dans la toile des manipulations de Snape qu'il est impossible de le récupérer? Non, il ne peut pas et ne veut pas croire ça. Harry est et a toujours été un bon garçon. Mais c'est exactement là que réside le problème. Il est un garçon. Jeune, forte tête et naïf, facilement impressionnable et induit en erreur s'il est en de mauvaises mains. Et il ne fait aucun doute que les mains dans lesquelles il est actuellement sont les mauvaises. Harry doit être éloigné de l'influence de Snape, et le plus tôt possible. Malheureusement, la seule façon d'y parvenir serait de montrer ce salaud sous son vrai jour, et pour ça, il va falloir briser une loi ou deux. Mais est-ce vraiment important si le garçon revient dans le droit chemin? Non, ça ne l'est pas. La fin ne justifie pas les moyens. Contourner une loi est une chose, en enfreindre plusieurs en est une autre. Sans compter que cela reviendrait à s'abaisser au niveau de Tom. Mais que peut-il faire d'autre? Il plisse les yeux. Harry est quelqu'un de très droit. Peut-être qu'amener les détails du passé de Snape à son attention ôterait les illusions qu'il a pour son mari. En y songeant plus précisément, cela permettrait aussi d'ouvrir les yeux de l'opinion publique sorcière sur ce nouveau seigneur en devenir. Ou au moins le rendre méfiant à leur égard en entravant ses plans lorsqu'il essaiera de prendre le pouvoir. Tout sourire, Dumbledore ouvre son encrier et prend une plume et un parchemin. Il écrit à Alastor pour demander tous les enregistrements publics et non publics concernant Snape. Il est temps de bouger, ça fait trop longtemps qu'il laisse faire. Molly Weasley est installée à la table de la cuisine, enterrée sous les notes, les listes et les magazines de mariage. Reniflant de temps à autre, peu importe qu'elle ait désespérément espéré et prié, le mariage de sa fille avec Draco Malfoy est désormais inévitable. Être occupée avec les préparatifs est sa façon à elle d'y faire face. La cérémonie n'aura pas lieu avant le début du mois de juillet. Mais compte tenu de la réputation de la famille du marié, 4 mois, c'est tout juste suffisant. Traditionnellement, c'est la famille du marié qui supporte le coût du mariage. L'argent ne sera donc pas un problème. Le jeune Malfoy lui a envoyé une lettre très polie en lui communiquant le numéro de sa voûte à Gringotts et en lui donnant l'autorisation de mettre toutes les dépenses à son compte. C'est la famille de la mariée qui prend en charge l'organisation de la cérémonie, ce qui veut dire que tout doit être parfait en tout point, faute de quoi leur réputation en prendra un coup. Tant de choses doivent être considérées. Il faut choisir la bonne date, honorer les anciennes traditions sans pur. Et puis, il y a le choix de l'endroit, la cérémonie proprement dite, la réception, la liste des invités, et ainsi de suite. Molly soupire longuement. Oui, 4 mois seront à peine suffisants. Et en plus de ça, elle est folle d'inquiétude pour sa petite fille. Elle sait qu'Arthur lui cache quelque chose, à savoir la raison pour laquelle il ne combat pas cette union bec et ongle. Elle connaît très bien son époux, et il prend toute cette affaire bien trop calmement. Rien que ça suffit à prouver qu'il est soit résigné, soit nullement opposé à cette union, et elle ne comprend aucune de ces deux alternatives. Non, déjà, elle ne peut pas comprendre la décision de Ginny d'accepter la demande du jeune Malfoy.
Il ne peut s'agir que d'une façon de respecter les souhaits du chef de famille. Elle connaît très bien sa fille, du moins elle l'espère. Ginny n'aurait jamais accepté un aspirant mange-mort, peu importe qu'il soit un prétendant. Harry ne lui aurait pas permis non plus. Quoique, considérant qui il a choisi, elle n'est plus aussi sûre. Mais non, ce n'est pas juste de penser ça de Severus. C'est un homme bien, malgré les erreurs qu'il a commises dans sa jeunesse. Draco Malfoy est son filleul, donc peut-être, oui, peut-être, qu'il n'est pas perdu pour l'honneur et le bien. Du moins, elle l'espère. Espérer le meilleur, c'est tout ce qui lui reste. Cette nuit-là, Ginny et Draco ont décidé d'utiliser cette dernière nuit calme, avant la tempête, pour s'amuser pleinement, dans la salle sur demande. Pas la peine de nier le fait qu'ils ne se verront pas en privé comme ça avant un bon moment. Trop de pères dieux curieux vont les suivre partout, surtout ceux livides de son frère. Mais pour l'instant, Ginny refuse de songer à Ron, et encore moins aux lettres confuses et de reproches envoyées par ses parents et qu'elle a rangées dans le tiroir de sa table de chevet. Elle veut juste rester étendue là et profiter de ces moments magiques avec son amoureux. En y songeant, elle ne comprend pas pourquoi c'est si bon, pourtant si évident, avec lui, de toutes les personnes. Elle est presque sûre de ne pas encore être amoureuse de lui. Avoir de la tendresse pour quelqu'un constitue un large pas dans cette direction, mais ce n'est pas encore ça. Alors pourquoi maintenant? En y réfléchissant plus encore, pourquoi déjà l'a-t-elle séduit ce matin à la fin du mois de juin? Pourquoi l'a-t-elle voulu lui? Pourquoi, lui, l'a-t-il désiré elle? Elle est une Weasley, et lui un Malfoy. Ça n'a aucun sens. Ses réflexions sont interrompues par une bouche et une langue quémandeuses qui s'aventurent sur son cou. Ginny ne résiste pas et lui sourit avec tendresse. Dans ces moments-là, son amoureux se transforme en gamin joueur. Personne ne la croirait si elle choisissait de le rapporter. Après un moment de folie, à la fois possessif et dominateur, Ginny se pose la question, encore une fois. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Et ce fut, lorsque le sommeil lui vint, dans les affres du plaisir, qu'elle trouva sa réponse, encerclant ses bras autour de lui. Il est juste un garçon solitaire, et elle est une fille solitaire. Et tous les deux désirent seulement quelqu'un à leur hauteur. Et c'est tout ce qu'ils sont, l'un pour l'autre. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.